Pour cette première émission, je vous invite à me suivre sur les rives du Loch Ness, en Écosse. Depuis de très nombreuses années, des témoins auraient vu une étrange créature qui échapperait à toute investigation. S'agit-il d'un mythe ou d'une réalité? Pour y voir plus clair, j'ai voulu inviter Michel Ballot. Et il s'agit d'une toute nouvelle émission. Il reste encore beaucoup à découvrir sur notre planète, et notamment des espèces animales encore inconnues. Mais face à cet inconnu, comme toujours, le mythe, la réalité, la légende se mêlent. Il s'agit donc de découvrir la vérité, de démêler le vrai du faux. Et pour cela, j'ai voulu inviter des spécialistes pour nous aider à y voir plus clair et découvrir ce qu'il reste encore à découvrir sur notre merveilleuse planète. Avec moi, devenez les aventuriers des animaux perdus. Bonjour à tous, je suis très content de vous rencontrer pour cette nouvelle émission. C'est une nouvelle émission qui est née d'une rencontre, une très belle rencontre que nous avons faite avec Michel Ballot lors de l'épisode des Chemins de l'inexploré consacré au Mokele Mbembe. Michel Ballot avait émis l'idée d'imaginer une série consacrée aux animaux disparus, aux animaux non encore trouvés, à la cryptozoologie. Et il a accepté d'être le parrain de cette émission, Les Aventuriers des Animaux Perdus. Michel Ballot, merci infiniment pour cette stimulation, cet échange que nous avons depuis la dernière émission sur les chemins de l'inexploré. Et aujourd'hui, on va parler quand même du grand thème cryptozoologique par excellence, l'un des grands thèmes, le monstre du Loch Ness. Merci, bonjour Michel Ballot. Bonjour Philippe et merci à vous une fois de plus de se retrouver sur cet écran. Effectivement, on va aujourd'hui parler du Loch Ness, de ce qui se passe dans ce fameux lac. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quelles sont les théories en présence? Et puis, c'est tout un mystère. C'est l'un des plus grands mystères au monde que les hommes essayent de trouver par différentes techniques, bien sûr, aujourd'hui. Et finalement, le Loch Ness n'a pas encore totalement révélé tous ses mystères. Oui, alors justement, j'ai posé une petite question, un petit sondage rapide sur Instagram, et j'ai demandé à mes followers que vous inspire le monstre du Loch Ness. Et le premier mot qui est ressorti, c'est une légende. C'est-à-dire que pour beaucoup, c'est réglé, c'est un truc touristique, ou alors c'est une vague rumeur, une légende urbaine ou rurale, on ne sait pas trop, et l'affaire est réglée, il n'y a rien dans le Loch Ness. Alors il y a des idées reçues. Alors, il y a des idées reçues, effectivement, mais en réalité, je pense que toute légende naît d'un mythe. Et une fois que le mythe est devenu légende, eh bien ensuite la légende peut devenir une réalité. C'est-à-dire il y a toujours un point de départ. Et ce mythe qui est devenu finalement la légende du Loch Ness, ce sont des gens comme vous et moi, des témoins qui, depuis des siècles, depuis très longtemps, ont vu le comportement extraordinaire d'un animal qui finalement pourrait être une espèce ordinaire. Et c'est de là, si vous voulez, qu'est née cette légende. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est rarement observé. Les traditions orales, bien entendu, ont toujours été très fortes dans le passé. Et finalement, la légende dont vous parlez, Philippe, c'est le reflet d'un phénomène qui n'est pas encore totalement élucidé, élucidé par les scientifiques, élucidé par des chercheurs indépendants, etc. Donc, cette légende, finalement, du Loch Ness
un phénomène qui est totalement, au départ, on pourrait dire ordinaire, va nous sembler, au fil des ans, complètement extraordinaire. Ouais. Voilà. Donc, c'est là le point de départ. Le point de départ de ce phénomène du Loch Ness. Alors, historiquement, il y a un point de départ. Je dis il y a un point de départ. Il y a toujours un point de départ à quelque chose, bien entendu. C'est Et quand ce même point de départ, Saint-Colomban, hein, c'est bien ça, comment? c'est bien Saint-Colomban, on a cette image où il avait Oui, alors chassé c'est une bête. Saint-Colomba. Alors c'est toute une. Saint-Colomba fait partie de la réalité, mais cette réalité va devenir, suite à son récit, va devenir une légende. Enfin, Saint Colomba, c'était qui? C'était un missionnaire irlandais du VIe siècle, et ses récits ont été écrits par son hagiographe qui s'appelait Adoman, et son hagiographe écrit quelque chose d'extraordinaire qui se passe, c'est-à-dire que Saint Colomba, était, qui était dans la zone du Loch Ness dans cette année 565, eh bien, va se retrouver, suite à la peste de l'an 543, il va se retrouver en Écosse, il va créer des monastères, il va convertir des populations, il va faire soi-disant des guérisons miraculeuses, etc., etc. Il s'est opposé à l'époque aux croyances des druides. Donc c'est un personnage, ce Saint Colomba. Et ce Saint Colomba va se retrouver en 565 sur les bords du Loch Ness, ou plutôt de la rivière Ness, parce que les écrits sont assez différents. Certains auteurs pensent que Saint Colomba se serait trouvé sur la Moray Firth, c'est-à-dire l'estuaire qui se situe au nord du Loch Ness. D'autres, et c'est la majorité, pensent qu'il se trouve sur la rivière Ness avec son équipe de missionnaires. Et là, il voit un homme qui est en train de mourir, qui soi-disant a été attaqué par une énorme bête. Et Saint Colomba demande à un de ses collègues, qui s'appelle Loué Mokuman, d'aller chercher un bateau qui se trouve sur l'autre rive du Loch Ness. Et lorsqu'effectivement Loué Mokuman se trouve dans le Loch Ness ou dans la rivière Ness, eh bien, il y a un animal qui arrive et qui est en train de l'attaquer. Et c'est là que Saint Colomba intervient en disant: n'avance pas plus loin, ne touche pas à cet homme, retourne immédiatement d'où tu viens. Voilà, si vous voulez, ce qu'aurait dit et ce que la légende et ce que son hagiographe, effectivement, écrit en l'an 600 environ. Est-ce que là, on a une description de cette bête dans les écrits? Non. Alors, on n'a pas de description de cet animal, mais je vais vous lire le passage que nous avons retrouvé de Loumé, de son hagiographe Adaman. Et l'hagiographe dit ceci: le monstre gisait caché au fond de la rivière, mais voyant que l'eau au-dessus était dérangée par celui qui traversait, émergea soudainement et nageant vers l'homme, alors qu'il traversait au milieu du ruisseau, se précipita avec un grand rugissement et la bouche ouverte. Il était à une lance de Loumé Mokuma. Alors, ce texte, ce récit de la géographe montre bien, il parle d'un ruisseau. Donc, on peut penser qu'effectivement, cette scène, qui est vraiment dans tous les livres qu'on peut lire sur le Loch Ness, on peut penser que cette scène s'est passée près de la rivière Ness et non pas dans le Loch Ness en particulier.
il n'y a pas une description. On sait seulement, suite à ce que je viens de lire, qu'en réalité, un animal émergea de cette rivière, brusquement, puisqu'il avait l'impression de se sentir gêné par la présence humaine. Donc on peut penser à un gros poisson, on peut penser à autre chose, bien entendu, mais on ne peut pas penser véritablement, lorsque l'on travaille sur ce texte, qu'il s'agit du monstre du Loch Ness. Mmh. Voilà. Alors, derrière, si vous voulez, ce récit, il y a bien entendu une connotation religieuse. Hein, c'est indéniable. C'est-à-dire que là, au travers de ce récit, on voit la puissance Ouais. de l'homme sur l'animal. Lorsque, Ça fait penser à la Tarasque, à Tarascon et Sainte-Marthe. Ça fait penser à effectivement, des récits comme ça, ou effectivement, Saint-Georges et le dragon. Saint-Michel et le dragon, c'est la même chose. Saint-Michel, oui. Et l'emploi du mot lance montre bien, si vous voulez, qu'on peut faire effectivement une référence à Saint-Michel ou à Saint-Georges, etc. Donc, on est en présence d'un prêtre sauveur qui finalement donne sa bénédiction à cet animal. Voilà donc ce qu'on peut dire sur, sur Saint Colomba. Et à la suite de cela, c'est le grand désert. Pendant des décennies et des décennies, il n'y a plus rien. Et avec les premiers témoignages qui se situent autour du 19e siècle, eh bien, l'imaginaire, l'imaginaire que l'on trouve dans le récit sur Saint Colomba va se transformer petit à petit en croyance, en expédition, en combat d'experts, en canulars divers. Et c'est là que finalement, l'animal ou les animaux qui se trouvent dans le Loch Ness vont devenir une attraction Mmh. mondiale. Attraction mondiale jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui, avant de parler un peu de l'historique, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui à la révolution numérique où finalement on met des webcams sur le bord du Loch Ness, etc., etc. Et donc il y a tout ce merveilleux qui existait auparavant qui finalement n'existe plus, puisqu'on était avant tous ces témoignages et toutes ces expéditions qui se sont suivies au Loch Ness, finalement on était dans le domaine du merveilleux. Mmh. Voilà. Alors, c'est vrai que il y a des périodes phares. La première, effectivement, c'est celle qu'on vient de parler, qui fait partie de la légende, celle de Saint Colomba, mais il y a des périodes phares dans l'étude du Loch Ness, c'est-à-dire il y a des témoignages anciens qui se situent avant 1934, et puis ensuite on va monter crescendo vers une médiatisation à l'extrême jusqu'en 1994. Et puis en 1994, il va y avoir ce fameux retournement de situation suite à cette fameuse photo de 1934, où là, effectivement, on va dire le Loch Ness, finalement, ce n'est qu'un canular. Donc, il y a tout un processus médiatico-scientifique qui va s'installer au cours de toutes ces années, qui va avoir pour conséquence, effectivement, de décrédibiliser Mmh. le monstre du Loch Ness. Le monstre. Ouais. Donc, en réalité, toute cette histoire du monstre du Loch Ness repose sur quoi? Eh bien, elle repose d'abord sur des centaines et des centaines de témoignages de personnes honnêtes, des curieux. Il y a la transmission orale, bien entendu, qui peut déformer un certain nombre de témoignages, mais on est en présence, si vous voulez, de témoignages historiques de forme brute, sans référence zoologique ou sociétale. Donc c'est quand même important
tous les témoignages qui se sont passés éventuellement avant 1934. Mais on parle aujourd'hui du monstre du Loch Ness, mais ce que l'on ne sait pas, ou ce que beaucoup de personnes ne savent pas, bien entendu, c'est d'où ça vient ce mot monstre. C'est ça qui est important. Eh bien, le mot monstre a été employé pour la première fois par un certain Evan Baron, qui était l'ancien rédacteur en chef de l'Inverness Courier, suite aux discussions qu'il a eues avec son garde-pêche qui se trouvait donc à Fort Augustus, qui se trouve donc sur les bords du Loch Ness, un dénommé Alexander Campbell. Et Alexander Campbell, dans les discussions avec M. Baron, dit si vraiment l'animal que j'ai observé est aussi gros que cela, eh bien, ça doit être un véritable monstre. Et donc, ce mot monstre va petit à petit arriver dans les rédactions et ça va devenir finalement le terme générique, le terme normal pour qualifier les animaux qui sont vus par les témoins dans le Loch Ness. Hmm. Alors, à quoi ressemblait, est-ce qu'il y a un profil, un portrait robot de cet animal tel qu'il s'est dessiné au fil de ces différents témoignages, avant d'arriver à cette fameuse photo de 1934 sur laquelle nous allons rester un certain temps? À quoi ça Alors, ressemble finalement, d'après ces témoignages? alors d'après les témoignages, il faut remonter un peu aux sources, pas à Saint-Colomba, mais aux sources. Et tout à l'heure, au début de nos discussions, nous parlions des légendes. Eh bien, il y a une légende dans les Highlands, en Écosse, qui parle du Kelpie. Hmm. Le Kelpie, c'est le cheval d'eau. Et en réalité, Nessie, en réalité, en termes gaéliques, s'appelle An Nisehag. Et ce terme gaélique, on le retrouve dans un autre lac, par exemple à Monstre, entre guillemets, qui est le lac Morar, qui est un lac qui est très connu pour aussi certains témoignages très intéressants. Et ce lac Morar, enfin, l'animal du lac Morar en gaélique s'appelait Am Morag. Donc, c'est le kelpie en réalité, c'est ce cheval d'eau. Et ce cheval d'eau était connu depuis toujours. Au Moyen Âge, ce cheval d'eau était connu dans les lacs, dans les rivières, dans les fjords, etc. Donc ce sont des animaux qui, d'après la légende, servaient de passeurs entre le naturel et le surnaturel, entre la vie et la mort. Et on disait aux enfants à l'époque, ne vous aventurez pas près des rivières et des lacs parce qu'il y a le kelpie et c'est dangereux. Et il ne fallait pas que les voyageurs imprudents viennent à côté de ces lacs. Et on a des écrits très anciens sur le kelpie qui datent des années 1300, 1600, etc. Et puis à côté de la légende de ce kelpie, il y a eu des gravures, des images gravées sur les pierres par les Picts qui montrent effectivement des images, des dessins d'êtres humains, des dessins d'animaux connus, mais aussi d'animaux inconnus qui ressemblent au kelpie, avec une tête de cheval, avec une tête de girafe ou une tête de chameau même. Donc, le kelpie, c'est quand même une image culturelle, traditionnelle de ces régions-là, qui fait que finalement, c'est un peu la base de la légende du monstre du Loch Ness. Alors, sur les références historiques, on a assez peu finalement de références historiques avant véritablement le XXe siècle. On a une référence, par exemple, d'un soldat de l'armée de Cromwell en 1658, qui parle aussi d'une île flottante au niveau du Loch Ness, une île qui bouge à la surface, au gré du vent, etc. On a certains témoignages comme ça très intéressants, mais en réalité,
les témoignages après du 19e siècle sont toujours un peu les mêmes, c'est-à-dire les observateurs de l'époque, et ce qui est très intéressant, parce que comme je le disais tout à l'heure, ce sont des gens qui n'ont aucune référence zoologique ou même paléontologique, parlent effectivement d'un animal qu'ils auraient vu sur le Loch Ness et aussi dans d'autres lacs, avec un grand cou, avec un corps assez grand, quelquefois des, des témoignages sur la terre ferme, mais ils sont assez peu nombreux en réalité. Ils sont assez peu nombreux parce que, en réalité, on a peu de récits de cette époque-là. On a, par exemple, quelques récits, en particulier d'un scaphandrier en 1888 qui devait réparer un bateau, et ce scaphandrier tombe nez à nez avec une sorte de grenouille géante qui se trouvait au fond du lac sur des rochers. Il a eu très peur. Bon. On a quelques récits comme ça, relativement ponctuels. Voilà. On a des récits ponctuels, mais en réalité, c'est surtout à partir de 1934, avec la construction de la route nord du Loch, la A82, où on va déboiser, où là les gens vont venir sur le bord du Loch, et il va y avoir les premiers témoignages, témoignages qui des fois prêtent à confusion, témoignages effectivement, on a certains témoignages, par exemple les époux Spencers qui voient en rentrant le soir un énorme animal qui traverse la route. Euh, on a des témoignages comme cela. On a un témoignage d'un jeune étudiant, mais qui ensuite s'est rétracté sur son témoignage, qui rentrait à moto tard chez lui, qui tombe nez à nez aussi avec un animal énorme qu'il ne connaissait pas. Donc, on a des témoignages ponctuels. Donc, la légende commence à se créer, qui tend vers une réalité. On se dit, mais ces témoignages, ces gens, qu'est-ce qu'ils voient véritablement? Ils voient un cerf, ils voient une loutre, ils voient un phoque, mais non, ils voient quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Alors, est-ce qu'il y a... Là, on a la très grosse différence, c'est qu'avec la photographie, tout le monde attend le cliché de cette bête. Oui, alors le cliché de cette bête, c'est la, la photo de 1934. Voilà. Finalement, c'est toute une histoire, cette photo. Cette photo, c'est toute une histoire. On pourra en faire un livre. Du reste, la voici. Voilà. Voici cette photo qui est connue dans le monde entier. Bien sûr, elle a été diffusée dans le monde entier. Et finalement, on a des acteurs autour de cette photo. Alors, ces acteurs, ils sont tous morts. Aujourd'hui, bien entendu. Bon. Et en réalité, cette photo, c'est finalement 60 ans de la vie du monstre. Puisque ce n'est qu'en 1994 que un certain Klaus Perling, sur son lit de mort, va dire, ben non, finalement, c'est un canular, on a fait ça avec des amis, des copains, on a tout monté. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En réalité, en 1933, en novembre 1933, on a un dénommé Chris Perling qui, avec un de ses congénères, Marmaduke Weatherall, met en place cette mystification. Marmaduke Weatherall avait été employé par, par un journal pour aller enquêter sur les bords du Loch Ness, suite à tous les témoignages. Weatherall était à l'époque un chasseur de gros gibier. Il a donc été employé par le Daily Mail en 1933 pour voir un peu ce qui se passait au bord de ce loch.
Et Weatherall découvre des empreintes. Et il y a un moulage de ces empreintes qui est fait. Et le British Museum de Londres a une conclusion très, très facile en disant cette empreinte, ce sont celles d'un pied arrière empaillé d'un hippopotame. Ouais. Donc déjà, c'est le début du canular. Et en fait, ces empreintes, on a dit qu'elles provenaient d'un porte-parapluie, etc. Mais en fait, ces empreintes provenaient d'un cendrier placé dans le pied d'une peluche d'un hippopotame qu'on avait mis sur les bords du loch. Alors bien sûr, à l'époque, la presse s'empare de cette affaire, et la presse, bien sûr, de l'époque ne fait aucun cadeau à Weatherall et à tout ce qui s'est passé. Et Weatherall, finalement, c'est ce qu'on dit, est-ce qu'on le saura, on n'en sait rien, mais Weatherall dit, moi je vais me venger. Je vais me venger parce qu'on m'a ridiculisé. Donc, il y a toute une histoire qui va se passer avec Weatherall, avec Chris Sperling. Il va y avoir la fabrication, d'après leur dire, il va y avoir la fabrication d'un petit sous-marin qui va avoir donc la forme, avec une forme un cou, une tête, etc., qui va être fabriqué. Et puis, à la suite de cette révélation, ils vont, par un beau matin, toute cette petite équipe va mettre, d'après donc leur dire, ce jouet dans le loch, et il va y avoir des photos qui vont être prises. Alors, on dit la presse, c'est la photo du docteur Wilson. Mais en réalité, le docteur Wilson, dans cette affaire, n'était qu'un prête-nom, puisque c'était un chirurgien connu, respecté. Donc on s'est servi de ce prête-nom, et Wilson lui-même a dit j'ai pris ces photos, parce qu'il y avait 4 plaques photographiques, j'ai pris ces photos, et par un beau matin, j'étais avec une amie, je fume une pipe et je vois effectivement des éclaboussures, etc., sur le log. Je m'empresse de prendre l'appareil, je fais les photos, etc. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas en réalité si c'est Wilson qui a pris la photo. On ne sait pas si finalement c'est l'équipe de Sperling, Weatherall qui ont pris la photo. On ne sait pas avec qui Wilson véritablement se trouvait. On sait seulement une chose, c'est que Chris Sperling, sur son lit de mort, avoue la supercherie. Alors, il est certain que aujourd'hui, la presse, à partir de 1994, lorsqu'il y a eu cette révélation, s'est emparée de cette affaire. Une certaine presse de vulgarisation scientifique a crié au canular, le monstre du Loch Ness n'existe pas, etc., etc., etc. Je ne citerai pas de revue de vulgarisation scientifique ici, mais il y en a une en particulier qui a été au premier plan pour décrédibiliser tout ce qui s'est passé historiquement au Loch Ness. Donc, en réalité, aujourd'hui, sur cette photo, il y a certains chercheurs qui estiment que finalement, cette photo pourrait en réalité être celui d'un animal vivant. Puisque, premièrement, il y a une seconde photo qui est assez peu connue, où on voit effectivement le cou et la tête de ce qui est censé être un sous-marin plongés un peu en avant. On voit autour de ce qui pourrait être ce sous-marin, on voit des cercles concentriques. On voit un certain nombre de choses qui font qu'en réalité, ça pourrait être quelque chose de vivant.
Et en particulier, il y a toute une étude qui a été faite par le cryptozoologue anglais Carl Shuker en 2021, une étude très approfondie qui démontre que finalement, on ne peut pas être sûr qu'il s'agissait d'un jouet. Il y a eu des recherches, soi-disant le sous-marin en question, ce jouet n'existerait pas à l'époque. On ne sait pas trop si on a retrouvé, il n'y a aucun croquis de ce jouet, ce sous-marin qui aurait été confectionné par cette équipe. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas de photo de ce jouet en présence des acteurs. Ça aurait été intéressant. Mm. Vous m'avez eu, la presse, vous vous êtes ridiculisé, a dit Oiserel. Eh bien, dans les archives, on n'a rien trouvé. Il n'y a eu aucune photo. Donc, aujourd'hui, après tout ce qui s'est passé en 1994, eh bien, aujourd'hui, on recommence à chercher véritablement. Vous avez un site très intéressant sur Loch Ness qui s'appelle Loch Ness Mystery. C'est un blog fait par un Anglais qui est vraiment le blog, je pense, le plus intéressant en ce qui concerne le Loch Ness, qui décrypte aussi totalement cette photo, comme l'a fait Carl Schucker. Donc, cette photo a fait le tour du monde. La seule personne encore vivante, Chris Spurling, en 1994, avoue que c'était un canular. Mais était-ce véritablement un canular? On ne peut pas être sûr à 100%, Philippe. Mm. Et pourquoi il a dit que c'était un canular? C'est ça quand même qui peut poser question. Même si c'est troublant, qu'est-ce qui pousse finalement quelqu'un à dénier alors qu'il aurait très bien pu dire, ben voilà, je suis On n'en sait l'auteur. rien. On n'en sait rien. Il n'y Mm. a jamais eu d'explication de Chris Spurling ni de Wilson. Parce que dans la presse mondiale, on parlait de la photo de Wilson. Mais on ne sait même pas si c'est Wilson qui a véritablement pris cette photo. On n'en sait rien. Wilson a été un prête-nom. Voilà, pour prendre cette photo qui a fait le tour du monde. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, cette photo a été analysée beaucoup plus tard par des experts avec des systèmes informatiques. Et on a retrouvé, les experts ont précisé qu'il y avait sur la mâchoire inférieure des sortes de petites moustaches qui semblaient pendre sur la mâchoire intérieure de cet objet ou de cet animal, on n'en sait rien. Mm. Donc, est-ce que les, les instigateurs de ce canular, entre guillemets, auraient eu l'idée de mettre des petites moustaches sur soi-disant le soi-disant jouet? On peut en douter. Mm. Donc, à la suite de ça, bien entendu, la presse s'est faite écho de, cette, de ce canular et on a décrédibilisé complètement le monstre du Loch Ness. J'ai retrouvé dans mes archives des articles de journaux. Le monstre du Loch Ness est bien un serpent de mer. On avoue la supercherie. Le monstre du Loch Ness n'est qu'un esturgeon, seul animal compatible pour vivre dans ces eaux-là. Donc, même dans une revue faite pour les jeunes, les jeunes adolescents, eh bien, on a mis en gros, le monstre du Loch Ness est un canular. Donc le rêve s'éteint. Il n'y a plus de rêve. Il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus aucun mystère. Voilà. Donc, il y a deux Britanniques qui ont été un peu à la base de ce canular, enfin, qui ont relevé ce canular, c'est en particulier Martin et Alistair Boy, qui ont eux estimé qu'il s'agissait d'un jouet qui aurait été fabriqué en janvier 1934 en plusieurs jours. Ce jouet aurait été acheté dans un magasin de jouets, effectivement, mais voilà ce que ces chercheurs estiment. Mm. Donc aujourd'hui, on est quand même dans le flou complet en ce qui concerne cette photo.
Wilson, qui a servi de prête-nom, a dit qu'il avait déposé effectivement les plaques photographiques chez un droguiste d'Inverness. Pour moi, et pour en finir avec cette photo, c'est un tissu de contradictions, de mensonges. On ne sait pas qui a fait quoi exactement. Mmh. Voilà. Et vous avez raison, c'est quasiment digne d'un roman. Là, on est entre un peu Edgar Poe, on est entre Conan Doyle, Agatha Christie, là. Hein, Ah oui, oui, complètement, complètement. Et cette photo a quand même alimenté le mystère du Loch Ness pendant 60 ans. ouais. Pendant 60 ans. Je vous parlais tout à l'heure des vérifications qui ont été faites sur cette photo. Les vérifications ont quand même été faites par des experts de la NASA en 1972, qui montrent effectivement ces fameuses petites moustaches Mmh. qui pendillaient de la mâchoire inférieure. Donc c'est quand même important que grâce aux techniques nouvelles, on puisse quand même se poser des questions sur cette photo. Mais enfin, c'est quand même la photo la plus importante de la cryptozoologie, comme le film de Patterson, par exemple, ou les photos de l'homme congelé de Velmans. Vous avez comme ça des photos qui marquent la cryptozoologie et qui la desserrent aussi, effectivement, parce que euh, les médias disent bah, c'est un canular, une fois de plus. Oui, et ça permet aussi de passer à un autre sujet et d'éviter d'approfondir et d'enquêter. Et c'est justement excellent, hein, ce que vous venez de faire comme analyse, parce que ça permet d'encore une fois, montrer que c'est pas aussi définitif qu'on le pense. Ça peut être un canular, comme ça peut être aussi une véritable photo d'une véritable bête, d'autant qu'il y a eu des tas de témoignages, vous l'avez dit, des témoignages de gens dignes de confiance qui n'ont pas de connaissances en zoologie ou qui n'avaient aucun intérêt touristique ou autre. Et il y a eu quand même d'autres études entre 34 et 94, sonar et d'autres photos. Je crois que vous avez des photos même de Oui, la fameuse nageoire. Enfin, oui. et puis Alors, Les Américains qui sont en, arrivés dans les années 60. en réalité, euh, la seconde grosse étape sur les recherches, c'est les années 70. En réalité, avec les Américains qui débarquent sur le Loch Ness, avec en particulier un chercheur au nom de Robert Reines, qui, environ de 1971 à 1976, va faire des études très poussées. Et c'est là que la technique du sonar, des hydrophones, des flashs électroniques vont intervenir. Robert Reines va s'entourer d'experts très, très connus en matière d'électronique, comme par exemple le docteur Edgerton, qui fut l'inventeur du flash électronique, ou de Charles Wyckoff, qui participa à la mise au point des matériels photo pour l'exploration lunaire. Donc, lorsque Robert Reines, aujourd'hui décédé, qui est arrivé sur les bords du Loch Ness, il n'est pas arrivé avec des amateurs. Il est arrivé avec de véritables professionnels. Donc, c'est le système, effectivement, du sonar, de l'écho, de l'écho-sonar, doublé d'un système de photo automatique qui se déclenche lorsque, lorsque quelque chose passe à côté de l'appareil photographique sous-marin. Donc, Robert Reines, effectivement, il va y avoir des photos qui vont être prises, 1972, 1975. Alors, en 1972, c'est la célèbre photo de la nageoire en losange que l'on peut voir ici. Alors, cette photo a été décriée, bien entendu, parce que cette photo qui a fait le tour du monde, Robert Reines l'a modifiée quelque peu au départ par ordinateur pour qu'elle soit plus plausible au niveau de sa vision.
Ensuite, cette photo a été retravaillée beaucoup plus tard. Et sur les photos retravaillées, il est certain que la nageoire apparaît beaucoup moins que sur la photo originale. Mais on peut voir effectivement une sorte de masse à côté de cette nageoire. Alors effectivement, cette photo de la nageoire a fait couler beaucoup d'encre. On pourrait aussi en écrire un livre sur cette photo. Elle reste néanmoins un élément important, bien que la photo retravaillée aujourd'hui sur ordinateur, pour être honnête, il est difficile d'y voir une véritable nageoire en losange. Mais il reste néanmoins que Reines a refait travailler de lui-même, de Rechef, cette photo pour qu'elle soit un peu plus visible Mm. pour les médias. Alors, il est certain que, bien sûr, ça a fait couler beaucoup d'encre, cette photo a fait le tour du monde. Dans les médias, le monstre du Loch Ness ne serait pas un serpent de mer, mais un plésiosaure. Voilà. Oui. Voilà, c'est à partir de Et cette époque hein, qu'apparaît cette idée qu'il y aurait un dinosaure survivant dans les eaux du ah, Loch. en fait le plésiosaure, on le verra après sur les théories, en fait, c'est un reptile marin. Ouais. Et cette idée de la célèbre nageoire Mm. en losange, eh bien, on a tout de suite dit, bah, c'est un plésiosaure. Puisque, effectivement, les plésiosaures, élasmosaures, etc., qui étaient des reptiles marins, avaient des nageoires en forme de losange. Et à la suite de ça, bien entendu, c'est la grande théorie dans les années 70, Nessie. Nessie, pourquoi Nessie? Parce qu'il va être baptisé, on va lui donner un nom scientifique, et c'est le fils du célèbre explorateur de l'Arctique, Sir Peter Scott, qui va donner ce nom scientifique à Nessie. Nessiteria rhombopteryx, c'est-à-dire l'animal à la nageoire en losange du Ness. Sir Peter Scott en a même fait un tableau, un couple de Nessie nageant dans le Loch Ness. Alors bien entendu, c'est bien entendu la folie. C'est la folie puisqu'on dit il y a des plésiosaures encore dans le Loch Ness. Alors, suite aux études ultérieures qui ont été faites, il est certain que on commence à se poser des questions. Et on se dit, la photo a été retouchée, on ne sait pas trop, qu'est-ce qui s'est passé exactement, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être un sillage, ça peut être le fond d'un bateau, il y a plein de théories pour essayer de décrédibiliser cette photo. Je ne dis pas que cette photo, pour être honnête, représente véritablement la nageoire d'un animal à l'intérieur du Loch Ness. Mais c'est une photo sur laquelle on peut s'interroger. Et puis, cette photo a été prise dans la nuit du 7 au 8 août 1972. Et les sonars, dans cette nuit, ont remarqué deux très gros objets qui semblaient poursuivre un banc de poissons. Et c'est là, effectivement, que ces photos ont été prises. Alors, bien entendu, c'est un élément très important qu'on ne peut pas négliger dans l'histoire du Loch Ness. À titre personnel, je pense que les conclusions ont été très hâtives. On a même dit que cette fameuse nageoire en losange mesurerait entre 1,50 m et 2,40 m. Vous voyez, on avait déjà brossé la carte d'identité du monstre du Loch Ness. Voilà. Alors, cette photo, d'abord travaillée par Reines, a été retravaillée donc en 1983
par un laboratoire californien. Et c'est vrai que sur la photo retravaillée, la photo est effectivement moins suggestive que celle que la presse mondiale a montrée. Voilà. Alors, cette photo va être suivie en 1975 par d'autres photos sous-marines, et en particulier celle que je vais vous montrer de la tête de l'animal, si c'est un animal. Voilà, photo sous-marine de 1975, qui a été prise toujours par l'équipe de Raines. Il y a un côté dragon, gargouille. Hein. Voilà, c'est la gargouille, c'est la photo de la gargouille, mais de très nombreuses années plus tard, on a repris des photos exactement où l'endroit de cette photo a été prise, et on retrouve exactement la même photo. Ah. Donc, on pourrait penser que c'est un tronc d'arbre ou quelque chose comme ça, certainement. Donc, cette photo a aussi apporté son lot de critiques. On en a même fait, voyez-vous, des interprétations de la tête du monstre avec des petits tubercules en haut de la tête qui lui serviraient pour respirer, etc. etc. Donc, là aussi, on est dans le flou, malgré tout le sérieux. En 1975, on va aussi trouver une photo intéressante qui est prise par les équipes de Raines, où on verrait un bout de queue, un corps massif, un cou et un semblant de tête. Alors cette photo est très intéressante, effectivement, et elle a aussi été soumise aux critiques, mais pour moi, je trouve que c'est la plus intéressante et, disons, la moins critiquable. Voilà. Donc, bien entendu, c'est l'époque c'est l'époque de la théorie du plésiosaure. Ces photos, malgré qu'elles soient critiquables, malgré qu'elles aient été prises par des gens très sérieux, hein, qui ont mis des milliers de dollars pour essayer de trouver la vérité sur le Loch Ness, ces photos sont quand même très floues. Elles ne permettent pas du tout de dire voilà, c'est le monstre du Loch Ness. Ça représente quelque chose. Il y a eu des théories. On a dit oui, souvent, ce sont les pins, les Pinus sylvestris qui sont sur le bord du lac qui tombent, qui ensuite sont gorgés d'eau et par l'effet des gaz et de la décomposition remontent à la surface. Et les témoins peuvent avoir avoir cru voir un monstre alors que c'était un arbre qui remontait. Bon, ces photos restent néanmoins très intéressantes et elles restent dans l'histoire de la recherche du monstre du Loch Ness. Alors, et surtout, il y avait ces échos radars. Hein. Vous avez vu qu'il y avait cette photo de la nageoire et puis tout de même une trace radar. alors, il y a des traces radars. Il y a des traces radars. La première trace radar, du reste très intéressante, remonte à 1954, qui a été prise par le bateau de pêche le Rival 3. Et on voit sur l'échosonde que l'échosonde repère un objet de 15 mètres 24 à 160 mètres de profondeur. Donc, voilà, ça c'est historiquement, c'est la première référence que l'on a. Et puis, il est certain qu'il y a eu beaucoup d'autres dans les années 70, il y a eu beaucoup d'autres relevés d'échosondes. En 1976, par exemple, avec l'équipe du docteur Makal, le docteur Makal, qui est bien connu pour ses expéditions sur la recherche du Mokele-Mbé en 80 et 80 au Congo, eh bien, ils ont trouvé, grâce aux échosondeurs, la présence de grands objets se déplaçant à des vitesses pouvant atteindre 25 km/h à l'horizontale et 3 km/h en descente ou en montée. Voilà. Avec des longueurs pouvant atteindre 7 mètres. Donc, il y a quand même des questions et des réponses que nous n'avons pas totalement. Disons qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main et de dire non, c'est un canular, il n'y a jamais rien eu dans le Loch Ness. Là, il y a quand même un faisceau, il y a des indices. Alors, il y a des canulars
comme celui-ci par exemple. Voilà, alors là, c'est dans les années 70, on avait trouvé le monstre du Loch Ness, le voilà. Ce canular et une série de photos ont été prises par Frank Searle, qui s'était installé là pendant plusieurs années dans une caravane. On a démontré plus tard qu'en réalité, c'était des photomontages avec des dinosaures, etc., etc. Il y a des canulars. Il y a des canulars encore aujourd'hui, de nos jours. Il y en a eu un encore l'année dernière, où on voit le dos d'un animal. Ça a fait aussi le tour du monde. Où on voit le dos d'un animal qui semble énorme dans le loch, et en réalité, on s'est rendu compte, là aussi, on peut écrire un article complet là-dessus, on s'est rendu compte que c'était un photomontage avec un esturgeon qui avait été pêché. Bon, voilà. Donc, tout cela, tous ces canulars, effectivement, décrédibilisent complètement l'histoire du Loch Ness. Alors, bien sûr qu'il y a eu des projets sérieux. Il y a eu le projet du Royal Ness, et puis dans les années 87, il y a eu le projet DIFSCAM, qui a relevé effectivement, grâce aux échosondes, des 3 échos en particulier très intéressants à 80 mètres, à 60 mètres et à 180 mètres de profondeur. Il y a eu le projet Urquhart qui a été en 1991, qui a été sponsorisé par le British Museum. C'est un projet qui a coûté très très cher, avec une logistique très importante, qui n'a pas donné grand-chose. Bon, on a vu effectivement, grâce aux échosondeurs, un déplacement d'une masse très puissante à un certain moment. Il y a eu ensuite, dans les années 95, les petits sous-marins de poche. Mmh. En 95, il y a eu, dans le sous-marin de poche d'Alan Whitfield, des mystérieux grognements qui ont été entendus. On ne sait pas d'où ça vient. Il y a eu aussi, en 93, le bateau de tourisme, le Royal Scott, qui a repéré, grâce à son système de sondage, 2 échos de 2 objets très gros qui mesuraient environ 12 mètres. Donc, vous voyez, c'est vrai que l'échosonde a été effectivement, a permis de mieux cerner ce mystère du Loch Ness. Parce qu'avant, qu'est-ce qu'on avait? On avait seulement les témoignages oculaires. Je vois une grosse bête avec un grand cou, une tête de serpent. Je me demande ce que c'est un monstre. Mais on reste toujours dans un certain romantisme zoologique, si vous voulez. Ouais. Ouais, ouais. On ne sait pas trop. C'est l'époque de 1861, l'époque de la description des dinosaures, etc., par Owen. On reste dans le flou quand même. Grâce aux témoins oculaires, on a une description. Mais cette description, et vous savez, Philippe, combien j'accorde, par mes recherches en Afrique, d'importance aux descriptions des témoins oculaires. Et là, effectivement, avant toute cette phase moderne d'exploration sous-marine du Loch, eh bien, on avait quand même des témoignages très intéressants, mais qui restaient quand même on disait, c'est le dinosaure, on dirait un dinosaure. Mmh. Alors, ça n'allait pas et ça ne marchait pas avec la sacro-sainte zoologie officielle. Un dinosaure ne pouvait pas exister dans le Loch Ness. D'où, effectivement, les recherches sous-marines des années 70, etc., etc. Mais à la suite de ces recherches, on s'est posé un certain nombre de questions. Les chercheurs se sont posé des questions que ne se posaient pas les témoins du début du XXe siècle, par exemple. Est-ce qu'il y avait suffisamment à manger pour un animal qui serait finalement un super prédateur?
est-ce qu'il y aurait une biomasse nécessaire à la survie, non pas d'un monstre, bien entendu, d'un animal, Mais d'une mais de population. plusieurs populations. Oui. Je remercie l'écrivain Jean Berton, qui en 1978 écrivit un livre extraordinaire, Les monstres du Loch Ness, et d'ailleurs. C'est le premier Français qui parle des monstres et qui a compris, bien entendu, qu'il n'y avait pas qu'un monstre antédiluvien à l'intérieur du loch. Voilà. Donc, on a certes, il y a une population, on ne sait pas ce que c'est, et les chercheurs se sont dit non, c'est pas possible qu'un très gros prédateur puisse s'alimenter. Eh bien, à mon avis, ils ont tort. Ils ont tort parce que on s'est rendu compte, il y a une étude d'un Français, du reste, qui s'appelle François Collin, qui est très sérieuse étude, qui a montré que finalement, dans le Loch Ness, il y avait des saumons à l'embouchure de la rivière Ness qui migrent vers la mer, puis qui reviennent 3 années plus tard pour frayer. Et à ce moment-là, les saumons peuvent atteindre environ 20 kilos. Il y a des truites, il y a des ombles chevaliers, il y a des brochets, il y a des anguilles, il y a des esturgeons. Donc, à mon avis, il y a de quoi alimenter une population, pas énorme, mais d'un animal, d'une espèce qui pourrait être inconnue, qui serait un super prédateur. Mmh. Alors, beaucoup de scientifiques aujourd'hui, c'est leur argument principal, en disant des super prédateurs ne peuvent pas vivre dans le Loch Ness. Et à cet argument principal, il y a aussi un argument subsidiaire qui fait que tous les témoins, finalement, ils se sont trompés. Il y a eu des illusions d'optique. Il y a les phénomènes météo qui font que finalement les témoins, avec une imagination relativement fertile, ont finalement eu des observations qui ont été trompeuses. Pourquoi? Parce que finalement, les témoins ont pu voir des nappes d'eau qui se sont déplacées à cause du vent. Il y a la réfaction atmosphérique qui a pour conséquence la déformation des images. Les témoins ont pu voir des bateaux au loin, comme ce fut le cas du célèbre film de 1960 de Tim Disdale. Les témoins ont pu voir des phoques, des oiseaux aquatiques, des rondins flottants, même des animaux, des cerfs, des orques, etc., ou même des rochers. Donc, c'est l'argument principal des scientifiques, des chercheurs, qui pensent que finalement, il ne peut pas y avoir une autre espèce que des espèces, connues. Et puis, vous avez des essayistes. Vous avez un essayiste en particulier dont je tairai le nom, qui pense que cette exploration de ces animaux inconnus, du Loch Ness en particulier, partent des croyances tribales ou des croyances de la culture ancienne. Et j'ai relu un de ses livres dernièrement qui dit les cryptozoologistes sont les héritiers excentriques des naturalistes du siècle des Lumières qui poursuivent une entreprise de désenchantement d'un monde. Voilà ce que dit cet essayiste très connu, qui est un détracteur, bien entendu, de la cryptozoologie, qui oublie que finalement la cryptozoologie, le Loch Ness, il y a un certain romantisme qui existe, qu'il ne faut pas oublier, et on ne peut pas admettre de tels propos lorsqu'on est un chercheur de terrain. Alors voilà, ce sont tous ces personnes-là, tous ces gens-là, qui, par un certain nombre d'arguments qui
ne sont pas contestables, hein, qu'on peut effectivement accepter, essaye d'analyser le phénomène du Loch Ness. Alors la question principale, c'est mais qu'est-ce qui se cache dans le Loch Ness? Oui. Qu'est-ce qui se cache? Et qu'est-ce qui se cache et quelles sont alors les hypothèses plausibles qui pourraient rendre compte de ce quelque chose qui a quand même été mesuré par des sonars, comme vous l'avez dit? Alors les hypothèses, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Et la dernière en date, c'est celle de l'anguille géante. Il y a eu un chercheur généticien néo-zélandais, Neil Gemmell, qui a fait des études très poussées sur le Loch Ness, avec le système de l'ADN environnemental. Il a pu ramener 250 échantillons qui ont été collectés, 500 millions de séquences génétiques ont été ramenées, 2 années de travail. Et à la suite de ce travail très intéressant du reste de Neil Gemmell, qu'est-ce qu'on dit? Eh bien, Neil Gemmell dit il y a des anguilles dans le Loch Ness. Mais tout le monde le savait, Philippe. Les pêcheurs du 19e siècle savaient très bien qu'il y a des anguilles, de très nombreuses anguilles dans le Loch Ness. C'est élémentaire. C'est élémentaire, mon cher Watson. Donc, il conforte, par la génétique, par la science moderne, il conforte une idée que les gens du cru avaient depuis très longtemps. Alors, effectivement, Gemmell affine quand même sa théorie en disant oui, il y a énormément d'anguilles dans le Loch Ness, mais finalement, il peut y avoir des anguilles géantes. Voilà où on en est aujourd'hui avec l'anguille. Ensuite, avant l'anguille, eh bien, il y a eu le roi esturgeon. Alors, l'esturgeon, à la suite de la décrédibilisation du plésiosaure, eh bien, l'esturgeon est devenu le roi du Loch Ness. Et ça a été le chercheur de terrain Adrian Shine dans les années 90 qui a dit oui, ça ne peut être qu'un esturgeon. Et on a des esturgeons qui pèsent plus. On a eu des cas d'esturgeons dans la Volga dans les années 1827 où on a pêché un esturgeon de 7 mètres pour un poids de plus de 520 kilos. Et on trouve des esturgeons très grands, bien entendu. Donc, la thèse de l'esturgeon a été effectivement une thèse qui a été très à la mode, parce que sur son corps, il y a des sortes de plaques osseuses, mais il n'y a pas un long cou, il n'y a pas des bosses. Donc, la thèse de l'esturgeon a été remplacée finalement par la thèse de l'anguille. Il y a la thèse du silurglane aussi, qui est un poisson géant. On a aussi parlé de cette thèse, de cette hypothèse qui peut être effectivement retenue. Alors la thèse du plésiosaure, bien entendu du reptile lacustre, a été mise vraiment à l'écart. Je pense que c'est une bonne chose. Que reste-t-il? Eh bien, moi, je vais revenir aux fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est ce qu'a émis Bernard Heuvelmans en 1965, le pinnipède à long cou. Et Heuvelmans, finalement, pense que, d'après la description physique que nous avons, on pourrait avoir affaire à une sorte d'otarie géante. Il y a des bosses qui ont été relevées par les témoins, qui pourraient peut-être être des sacs pneumatiques. Des pattes seraient palmées, on a une petite queue, on a un grand cou, on a une longueur qui avoisine 5 à 20 mètres maximum, des vitesses qui peuvent aller de 25 à 50 km/h. C'est un animal qui chasserait au sonar
Et moi, je serais plutôt d'accord avec cette théorie d'un pinnipède géant, une sorte de phoque d'otarie géante avec une adaptation particulière au Loch Ness, mais aussi à tout plein d'autres lochs que l'on retrouve dans l'hémisphère nord en particulier, avec un cou élevé et avec ses bosses, avec ce corps qui peut s'allonger et se rétrécir. Voilà. Alors ça fait partie de l'anatomie, et c'est une anatomie qu'on ne connaît pas encore, mais qui a une référence au témoignage ancien. Donc effectivement, à titre personnel, et ça n'engage bien entendu que moi, je pense que c'est les animaux que l'on trouve dans le Loch Ness, mais aussi dans d'autres lacs écossais et de l'hémisphère nord, seraient une sorte d'otarie géante que l'on ne connaît pas, qui est adaptée à ce type de biotope, qui vivrait aussi peut-être dans des grottes souterraines qui n'ont pas été encore explorées, qui se trouvent sur les bords, à l'intérieur du loch. Donc, pour moi, c'est l'hypothèse la plus plausible. Mmh. Et c'est une hypothèse qu'on retrouve par la suite dans d'autres lacs en Écosse. Le lac Morar, qui est très connu, où il y a eu des observations dès l'année 1895. On parle déjà à l'époque dans le lac Morar, qui est le lac le plus profond d'Écosse. On parle d'une sorte de canaux retournés. En 1946, des témoins voient sur la berge un animal qui ressemble à un éléphant, mais qui a un long cou ressemblant à une trompe d'éléphant. Mmh. Voilà. En 1948, au Loch Morar, des touristes voient un animal avec 4 bosses qui aurait une longueur d'environ 9 mètres. Dans les années en soit 1969, c'est un bateau qui cogne l'animal à l'intérieur du Loch Morar par des pêcheurs. Donc, si vous voulez, on retrouve les mêmes caractéristiques au Loch Morar, qui est un loch beaucoup plus difficile d'accès que le Loch Ness, que dans le Loch Ness, mais que dans d'autres lacs aussi écossais, comme le loch Chill, par exemple, ou le loch Lomond. On retrouve exactement les mêmes caractéristiques. Ces caractéristiques, on les retrouve en Suède, où il y a eu des études très poussées au lac Storjo en Suède. Cet animal aurait été vu la première fois en 1635. C'est un animal qui aurait une longueur qui avoisinerait entre 5 et 12 mètres, d'une forme allongée, etc. Donc on retrouve ce type d'animaux avec un long cou dans tout l'hémisphère nord. On le retrouve dans certains lacs sibériens. Alors, il y a toute une exploration à faire de certains lacs, comme le lac Labinkir ou le lac Vorotra, qui se trouve en Russie, où effectivement, là, il y a eu même, il y a quelques années, une exploration sous-marine par des chercheurs russes du lac Labinkir. Il y a des témoignages extraordinaires, hein, des paysans, des gens du cru, qui ont vu ce type d'animal toujours avec une masse corporelle importante, un long cou. Alors dans certains lacs, on pense même qu'il pourrait y avoir des descendants de l'ichthyosaure, hein, qui est une sorte de dauphin géant. Il y a toute une littérature sur les lacs d'Asie centrale. En Asie du Sud-Est aussi, on a le lac Tasak Bera en Malaisie, où dans les années 50, un officier malais s'est retrouvé pratiquement, qui nageait dans ce lac, s'est pratiquement trouvé nez à nez avec un animal qui émergeait de 4 à 5 mètres de hauteur avec son cou, qui avait 2 grosses bosses. Donc on retrouve, si vous voulez, de par le monde, on retrouve cette caractéristique commune
dans ces lacs à monstres d'une espèce qui, malgré tout ce que l'on peut dire aujourd'hui, pour en revenir au Loch Ness, ne peut, à titre personnel, ne peut s'apparenter à un esturgeon ou à des anguilles géantes, etc., etc. Est-ce que vous Alors, voyez une similitude avec le Mokele Mbembe? Est-ce que dans des lacs de l'hémisphère non, 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 rien à c'est voir? totalement différent. Ça n'a rien à voir puisque le Mokele-Mbembe est certainement une espèce euh, beaucoup plus terrestre qu'aquatique, je pense, marécageuse, euh, peut-être, peut-être, si, une similitude, ce sont peut-être deux espèces de mammifères, c'est possible. Hein. L'un un mammifère semi-aquatique, semi-terrestre, l'autre un mammifère vraiment lacustre. Si on prend la thèse d'un pinnipède géant, mais non, il n'y a pas de similitude avec, avec le moquet. Et est-ce qu'il y a des documents, est-ce qu'il y a des photos pour les autres lacs que vous citez? Parce que pour ceux qui nous écoutent, le monstre du Loch Ness, c'est une légende. Non, non, il n'y a pas Ou de c'est pas photos. Il n'y a pas pas de photos. Il y a des dessins, mais il n'y a pas de photos. Il n'y a pas de photos puisque, par exemple, les recherches au lac Storjo en Suède ont toutes été faites au sonar. Mais ouais. on n'a pas vraiment de photos. Moi, ce que je peux vous recommander, c'est un certain nombre d'écrits sur. Je vous ai proposé tout à l'heure pour vos auditeurs et lecteurs Les monstres du Loch Ness et d'ailleurs de Jean Berton, un livre remarquable qui a été écrit en 1978 et qui est d'actualité. Vous avez ce livre aussi tout aussi remarquable de Nicolas Witchell, le Nessie, le monstre du Loch Ness, qui date aussi des années 70, qui est un très très bon ouvrage. Et puis vous avez ce livre qui est une Bible de Peter Costello avec la préface de Bernard Revelmans, qui date aussi des années 70, à la recherche des monstres lacustres et effectivement des autres lacs à monstres. Donc c'est un livre très intéressant. Et vous avez aussi ce livre de Richard Nolan, Monstres des lacs et des océans, qui fait le point sur ce qu'on vient de parler. Alors, vous avez sur le Loch Ness en particulier le blog qui s'appelle Loch Ness Mystery. Tout est en anglais, mais avec Google, il y a une traduction immédiate en français. Et là, si vous voulez être incollable sur le Loch Ness, il faut aller sur ce site. Bon, on mettra ça dans le descriptif de l'émission. Et puis, il y a, sans dévoiler de scoop, un ouvrage que vous préparez sur la question. Vu votre érudition et votre passion pour le sujet, on peut se douter qu'il se trame Oui, alors, une nouvelle. j'ai un prochain ouvrage là, qui va bientôt paraître aux éditions Hades Éditions sur la suite du premier ouvrage que j'ai fait sur le Mokele-Mbembe, qui s'appelle L'ultime frontière, où je parle effectivement de mes rapports avec les rapports humains avec tous les gens qui sont partis avec moi, les recherches personnelles, un livre plus intimiste que le premier. Et puis là, je travaille sur un livre qui s'appellera Les hypothèses Nessie, en référence au film de Marie Voignet qui s'appelait L'hypothèse du Mokele-Mbembe, puisque Marie Voignet, dans son film, en réalité, me suit dans mes explorations, mais sans donner véritablement de conclusion sur, sur, sur le Mokele-Mbembe, eh bien, j'ai repris un peu le terme hypothèse parce que pour moi, il y a un certain nombre d'hypothèses qui ne sont pas résolues sur le Loch Ness et ce sont des hypothèses qu'il faut livrer au lecteur ou au téléspectateur ou à l'auditeur pour qu'il s'en fasse lui-même une véritable idée. Voilà. Exactement. Sans être véritablement porté par une certaine presse média qui a tendance malheureusement à ne voir que la forme et pas assez le fond.
C'est pour ça que je suis absolument ravi de cette mise au point qui est ouverte, qui laisse la possibilité à chacun de lire, de creuser, d'aller chercher, de ne pas se contenter d'un prêt-à-penser. Et je pense que c'est le but de cette émission et c'était un bonheur de vous avoir. Juste avant de terminer, il y avait quand même une hypothèse à laquelle on avait songé, qui apparaît peut-être un peu plus audacieuse et qui pourrait concerner peut-être davantage le Mokele que ces monstres lacustres, c'est l'idée d'une forme d'un animal qui viendrait d'une autre dimension et qui se manifesterait parfois ou non, ce qui expliquerait son caractère un peu élusif, comme les fameux cryptides du ranch Skinwalker. Est-ce que ça, Oui. c'est quelque chose qui vous semble Alors, crédible? oui, dans le ranch Skinwalker, c'est les êtres, les animaux avaient les yeux rouges. Hum, Bon. Il y a eu des entités, effectivement, c'est une histoire incroyable. Euh, je pense que sur le Loch Ness et sur tous ces monstres entre guillemets, lacustres, il y a eu trop de témoignages dans le monde entier pour que on puisse, à mon avis, bien entendu, retenir cette forme de passage dimensionnel. Moi, je n'y crois pas, mais je sais que c'est une théorie qui a été soulevée par certains auteurs. Là, on rentre un peu dans le système de la zoologie ufologique, puisqu'on retrouve ces théories de passage de dimension à une autre dimension, surtout en ufologie, effectivement. Euh, je pense que sur les animaux lacustres inconnus, il y a eu tellement de témoignages que, attention, on ne peut pas réfuter à 100% cette hypothèse, mais je ne pense pas que ce soit l'hypothèse vers laquelle il faut se tourner. hum. Ouais. Je pense que là, on a fait quand même le tour avec beaucoup de précision, de faits, et on laisse tous ceux qui vont nous suivre le soin de juger, peut-être aussi de s'interroger de nouveau, parce que le dossier est loin d'être clos, contrairement à ce que l'on peut penser sur le Loch Ness. Ce n'est pas Ah ben, simplement du folklore. bien sûr. Le Et dossier n'est pas clos jusqu'à la prochaine hypothèse, à la prochaine puisque hypothèse. la dernière théorie est celle de l'anguille géante, mais il risque peut-être d'y avoir une autre théorie, c'est possible. Comme on le dit dans nos échanges depuis déjà quelques temps, l'aventure continue. Et Et l'aventure continue. vous voulez faire vous-même des expéditions, peut-être le Loch Ness ou le Loch Morar? Oui, alors j'ai prévu pour 2022, parce que là je repars en octobre dans, dans le centre de l'Afrique, mais j'ai prévu en 2022 de faire quelque chose, je pense, au Loch Morar, effectivement. Bon, Oui, alors, puisque c'est quand même quelque chose de très intéressant et c'est toujours bien d'aller sur place, de se rendre compte sur place oui, de ce qui se passe. rien ne remplace l'étude de terrain et la Oui, parce pluie que sur les témoignages. vous avez dans la cryptozoologie, vous avez des cryptozoologues qui font un travail théorique extraordinaire. Hein. Moi, je pourrais citer par exemple Benoît Grison, Michel Rénal, Florent Barrère, qui sont des gens où Éric Buffetot, on n'en parle même pas puisque c'est quelqu'un d'extraordinaire, mais euh, on a des gens qui font, qui font une recherche théorique extraordinaire. Et puis, on a aussi cette cryptozoologie dynamique dont je fais partie, dont quelques chercheurs de terrain font partie, qui complètent cette cryptozoologie théorique, et l'un ne va pas sans l'autre. Exactement. On a besoin de tous et surtout de cet esprit ouvert, rationnel, cartésien, scientifique, rigoureux, mais avec aussi une prise en compte d'hypothèses peut-être un peu plus audacieuses, un peu plus spirituelles. C'est ce que vous allez Oui, sans doute oui, mener au mois d'octobre avec le Mokele et on aura grand plaisir à vous inviter pour de nouvelles émissions, je l'espère, avec l'évolution, les résultats, les nouvelles hypothèses. avec plaisir, Philippe, c'est un grand Un plaisir. immense plaisir. Merci à vous, Michel Ballot, d'avoir fait l'état des lieux de cette recherche autour de Nessie et des autres monstres lacustres. J'espère à tous, pour vous tous, que cette émission
vous aura stimulé. Les aventuriers des animaux perdus, il y en aura d'autres séries, d'autres animaux, d'autres légendes et d'autres réalités. Merci, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à discuter, je réponds à tout le monde. Et c'est un plaisir en tout cas d'animer ce nouveau rendez-vous. Michel Ballot, un grand merci à vous et puis bonne chance pour vos recherches. À très bientôt. À bientôt. Au Au revoir revoir, Philippe. merci.